D とはかつて我々が敵対した者たちの名だ。近年各地に湧き出てきた D は己の名の意味も知らぬ抜け殻ども。しかしそれも800年前のDans l'océan insondable de One Piece, chaque chapitre n'est qu'un éclat, un morceau de marbre arraché à une statue invisible, un nom griffonné sur un poneglyphe, un œil rouge entrevu sous une capuche, 16 rayons gravés sur une fresque perdue, jusqu'à ce que leurs lueurs croisées projettent enfin la silhouette d'une histoire tenue hors du cadre. À l'aube de la saga finale, ces lueurs convergent pour dessiner un tableau renversant. Le royaume antique n'a pas péri sous l'assaut des 20 rois, il s'est consumé de l'intérieur, trahi par l'un de ses propres princes. Joy Boy, héritier solaire adoubé par les peuples de la mer et les géants, devait régner. Son frère, Imu, l'a dépouillé de la couronne et a brandi Mother Flame pour maquiller son usurpation, puis a bâti 8 siècles de silence au-dessus des ruines. Le trône vide violé, la Mother Flame réactivée, la repentance tardive d'Emmet, tout s'aligne désormais sur cette unique ligne de faille, une querelle fraternelle magnifiée jusqu'à devenir l'ossature secrète du monde. Reste à voir si la volonté du Di, rallumée en Luffy, suffira à rouvrir ce tombeau d'orgueil, et si la lumière du dieu soleil pourra encore dissiper le néant qu'Imu a érigé en divinité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous êtes passionné par One Piece et que vous aimez explorer les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rien manquer de nos futures explorations. Merci à ceux qui prendront le temps pour tout cela. La base de cette théorie nous vient de 333 villes. Je vous mets le lien de son travail en description. Allez, bonne vidéo! ...800年前、アラバスタ王国を治めていた女王の名はネフェルタリ・ディ・リリー。Imu est le rouage secret où convergent tous les engrenages du monde. À la lumière officielle, le gouvernement mondial a pour plus haute autorité les Gorosei, arbitre d'un équilibre entre 160 royaumes. Pourtant, au chapitre 908, le rideau se déchire. Ces 5 vieillards que l'on croyait au sommet de la pyramide s'agenouillent devant une silhouette encapuchonnée qui traverse les couloirs du château de Pangea comme une ombre séculaire. Imu se dirige droit vers le trône vide, un siège sacralisé censé garantir l'égalité éternelle des 20 fondateurs, et s'y assied sans trembler. En un instant, le serment millénaire vole en un éclat. L'histoire révèle qu'il était, depuis le premier jour, sous tutelle d'un monarque occulte demeuré immobile dans le temps. Cette souveraineté clandestine s'exprime moins par des proclamations que par l'effacement pur et simple de quiconque ose l'approcher. Quand un royaume, une reine ou même un simple archiviste menace de fissurer le secret, Imu brandit le silence comme une arme d'annihilation. L'exemple le plus glaciant est celui de Lulusia. 16 piliers incandescents jaillissent du ciel alimentés par la Mother Flame et la topographie même de l'île s'efface. En un battement de cils, une culture, une mémoire collective, des familles entières sont réduites à un point blanc sur la carte comme si la réalité sous l'ordre d'Imu acceptait d'être réécrite. Voilà la véritable mesure de son pouvoir. Non pas gouverner, mais décider souverainement quels pans du monde méritent de continuer d'exister et lesquels doivent disparaître sans laisser de traces. Cette longévité prodigieuse transparaît même dans sa façon de parler. Dans le manga, ses répliques sont ponctuées de termes archaïques comme figés dans le siècle oublié. Chaque mot prononcé souligne qu'Imu n'est pas simplement un politicien contemporain, mais un individu qui régnait déjà lorsque le monde a instauré le gouvernement mondial. À cette ombre perpétuelle répond la silhouette lumineuse de Joy Boy, gravée par fragments dans les poneglyphes. Un bienfaiteur du peuple des hommes poissons, un faiseur de promesses, l'étincelle d'une aube collective que l'histoire n'a jamais laissé éclore. Les porteurs de la mystérieuse initiale Di sont considérés comme étant ennemis naturels des dieux, et eux-mêmes ignorent encore toute la portée de cette hérédité. Mais on sait que la volonté du Di incarne un principe de liberté radicale, diamétralement opposé à l'autorité absolutiste qu'Imu cultive. C'est pourquoi le vide laissé dans les chroniques par 100 années interdites n'est pas un oubli passif. Il fonctionne comme un lourd couvercle abattu par Imu pour étouffer le feu de sa propre trahison. Dès lors, la mise en contexte montre que la confrontation finale ne sera pas un simple renversement politique, car Luffy, nouveau relais de Joy Boy, fera face à l'autocrate fossilisé. Il ne mettra pas seulement en jeu un trône ou un siècle de mensonges, mais la preuve qu'aucun vide ne peut éternellement contenir le rire du soleil. Voilà donc brossé le décor.
D'un côté, Imu, monarque fantôme dont le règne souterrain perdure depuis 8 siècles, de l'autre, l'écho de Joy Boy, porteur d'une promesse de libération que le monde a tenté d'oublier. Avant d'envisager la chute du royaume antique, il faut d'abord comprendre la configuration initiale que propose cette théorie. Aux origines, le trône n'était pas vacant, mais partagé entre deux frères, Joy Boy et Imu. Joy Boy, héritier premier-né, charismatique et tourné vers l'extérieur, avait commencé à nouer des alliances audacieuses. Imu, cadet réservé mais d'une ambition autrement tranchante, vivait déjà dans son ombre. La préférence diplomatique et sentimentale qu'accordait Joy Boy aurait nourri chez Imu une jalousie d'autant plus dangereuse qu'elle s'ancrait dans un sentiment d'illégitimité. C'est dans cette faille que se serait nouée la grande conspiration. Imu, conscient de l'effroi que suscitaient les armes antiques, aurait approché les 20 royaumes vassaux avec une offre simple. Soutenez ma revendication, aidez-moi à écarter Joy Boy et je garantirai à chacun le maintien de vos privilèges sous un nouvel ordre mondial. Ce pacte scellé dans l'ombre deviendra plus tard l'alliance que Clover mentionne comme étant écrite sur les poneglyphes. Le vainqueur n'a pourtant pas triomphé à découvert. Pour présenter la nouvelle ère comme une ère d'égalité, Imu instaura le trône vide, symbole d'un pouvoir que personne n'exercerait jamais, sauf lui. Dans le même temps, il lança la purge des archives, étendit le voile sur un siècle oublié et désigna le clan des Dee, les partisans de Joy Boy, comme des conspirateurs à éliminer. Pour régner sans fin, il volerait des années de vie comme il l'a fait avec Broggy sur Elbaf. Je parle de ce mécanisme dans cette théorie. Autour de lui, les Gorosei et les chevaliers divins, à qui il attribue des pouvoirs qu'il peut retirer à tout instant, rejouent le rôle de 72 démons scellés par Salomon. Un cercle de subordonnés immortels, liés à la volonté de leur maître par un sceau invisible. Joy Boy, quant à lui, disparaît ou s'exile, mais la volonté survit dans la lettre D, et surtout dans le fruit de Nika, condamné à renaître jusqu'à trouver un autre capable d'achever la promesse brisée. La Mother Flame, que l'on croyait perdue, ressurgit sur Egghead pour rappeler au monde que l'âme du soleil reste sous le contrôle d'Imu. C'est l'ultime preuve que la trahison qui a inauguré l'ère actuelle n'a jamais été vraiment soldée. L'affrontement final n'opposera donc pas un pirate rebelle à une autorité anonyme, il mettra face à face deux héritiers du même sang, l'un porteur de liberté, l'autre gardien jaloux d'un ordre qu'il a fondé sur le mensonge et le néant. Le premier indice tangible surgit au chapitre 1138. On y distingue un monarque voûté sous une robe démesurée, flanqué de deux cornes qui reproduisent l'ombre d'Imu telle qu'elle apparaît 800 ans plus tard. Le Halei nous apprend que l'humanité a cédé à la cupidité et a touché le soleil interdit. Ce soleil n'est rien d'autre que la Mother Flame, le réacteur thermonucléaire que Vegapunk est parvenu à ressusciter. Vient ensuite la confession du chapitre 1122. Emmett murmure « Pardonne-moi Joy Boy d'avoir échoué à faire de toi un roi ». Cette simple phrase donne un statut institutionnel à Joy Boy. Aux yeux de ses contemporains, il n'était pas un aventurier, mais bel et bien un héritier légitime du trône, sûrement écarté par un coup d'état. La culpabilité d'Emmett sert de témoignage oculaire. Oden se lit comme un miroir terrestre de Joy Boy. Tous deux naissent héritiers légitimes d'un trône, Oden du shogunat de Wano, Joy Boy de la couronne du royaume antique, et tous deux voient ce destin leur échapper au profit d'un usurpateur. Dans chaque cas, leur liberté les a poussés vers la mer. Oden embarque aux côtés de Barbe Blanche, puis de Roger et endosse la vie de pirate. Joy Boy, selon les poneglyphes, prend les flots pour devenir le tout premier pirate de l'histoire. Chacun laisse derrière lui un royaume verrouillé. Orochi et Kaido cadenassent Wano pendant 20 ans, tandis qu'Imu et les 20 royaumes imposent 8 siècles d'omerta. Même motif tragique. Un prince promis au pouvoir, un exil en mer qui le transforme en symbole de liberté, puis un complot qui confisque le trône et une promesse laissée aux générations futures. Enfin, le présent reproduit littéralement le passé. Dans le chapitre 1050, Imu apparaît au cœur d'Elbaf en prenant le contrôle de Gunko. Il hypnotise Dori et Broggy, deux héros nationaux, et leur ordonne d'exécuter Jarl afin de libérer le trône. Ce serait la même mécanique que celle qui a conduit à la chute de Joy Boy. Faire assassiner le souverain gênant par des bras loyaux avant qu'il ne transmette le trône à Joy Boy pour finir par occuper le siège vacant, tout comme Orochi l'a fait sur Wano. Cette redite historique prouve qu'Imu ne change pas de méthode. Ainsi, la fresque, l'aveu d'Emmett et les manœuvres d'Elbaf forment un faisceau de preuves cohérent. Tout indique qu'Imu a trahi son frère, s'est auto-promu roi en effaçant l'histoire et continue 8 siècles plus tard de rejouer ce script régicide et d'usurpation pour maintenir intacte la légende de son pouvoir. Depuis les premiers poneglyphes, tout indique que le royaume antique marchait plusieurs siècles devant le reste du monde. Il a conçu les armes antiques, il a laissé sur les ruines lunaires des automates et des fresques d'ingénierie spatiale, et il a même capturé l'équivalent d'un soleil miniature, la Mother Flame, au cœur d'un réacteur si dense que l'on doit aujourd'hui le qualifier de fusion artificielle. Cette sphère aveuglante était moins une arme qu'une promesse d'énergie illimitée, un astre privé que la dynastie royale conservait au centre de sa cité comme on protège un feu sacré. Or, un empire qui stocke de tels cataclysmes ne peut être l'utopie pacifiste que certains fans imaginent. On découvre ainsi
un royaume hiérarchisé jusqu'à la moelle, à la façon du royaume de Goa. Une façade éclatante, des rues pavées d'or et de savoir, mais derrière les murailles, de l'esclavage et de la misère nécessaire à l'entretien de cette grandeur. Dans ce contexte, Joy Boy apparaît comme le dragon du passé, un homme né du bon côté des murailles, mais révolté par l'hypocrisie d'un système brillant à l'extérieur et corrompu en profondeur. En revanche, Imu, qui partage avec lui le sang royal, choisit de défendre la stabilité de cette pyramide sociale jusqu'à conserver, après la chute, les symboles mêmes de l'hégémonie. Le trône vide, les armes antiques et surtout la Mother Flame avec sa résurrection. Ainsi, loin d'opposer un empire vertueux à 20 royaumes malfaisants, cette théorie replace la guerre du siècle oubliée dans une zone grise. Un royaume avancé, mais moralement fracturé, où deux héritiers incarnent deux réponses opposées au même constat d'injustice. L'un tente la réforme et l'alliance des peuples, l'autre choisit la conservation par la force, puis l'effacement de toute mémoire qui pourrait tenir sa légende. La fracture entre les deux frères culmine dans un acte de trahison qui rappelle par son arc narratif la tension biblique entre Saül et David. Comme le premier roi d'Israël, Imu jouit d'un pouvoir officiellement légitime. Il est déjà assis sur le trône lorsque le récit commence, protégé par la vénération des 20 royaumes et la crainte mystique qu'inspirent les armes antiques. Joy Boy, à la manière de David, gagne l'affection des peuples marginalisés. Il négocie la libération de l'île des hommes-poissons, jure de guider Zunesha et se fait l'ami des géants. Cette popularité grandissante nourrit la jalousie d'Imu, qui voit dans son propre frère la figure d'un meilleur roi dont l'existence même menace son règne. Saül lançait sa lance contre David. Imu brandit le soleil artificiel pour brûler le nom de Joy Boy dans l'esprit des vivants. Mais cette dimension donne à cette rivalité une épaisseur supplémentaire. À l'image du roi Salomon, qui commandait 72 démons grâce à son sceau, Imu enchaîne les puissants sous son emprise. Les 5 doyens et les chevaliers divins ne sont que des exécutants de ses commandements. Les géants légendaires Dori et Brogi, jadis figures de liberté, tombent sous son hypnose et s'apprêtent à frapper Jarl. Chaque fois qu'Imu contraint une volonté héroïque, il réactive ce sceau invisible qui rappelle la domination salomonienne. Un pouvoir occulte capable de réduire tout champion en serviteur. Cette mécanique de frères trahisseurs et d'héritiers spoilés n'est d'ailleurs pas un incident ponctuel. Oda la répète en abîme à travers l'Odyssée de Steli et Sabo dans le royaume de Goa, un microdrame qui souligne le même message. Lorsqu'un faux souverain accapare le pouvoir, il doit sans cesse étouffer la voix la plus légitime. Ainsi, la tragédie d'Imu et Joy Boy n'est pas seulement un souvenir lointain, elle se rejoue à toutes les échelles du monde, signe que la blessure originelle n'a jamais été refermée et que l'histoire, tant qu'elle restera falsifiée, continuera d'engendrer de nouveaux Saul contre de nouveaux David. La felure fraternelle ne se lie pas seulement dans la politique ou la mémoire effacée. Elle irradie jusque dans la langue sacrée et la symbolique visuelle qu'enveloppent les deux héritiers. Là où Joy Boy, puis le fit grâce au fruit de Nika, incarne littéralement le dieu soleil du panthéon de Skypiea, Imu se charge de l'autre pôle cosmique, un dieu de la Terre immobile, enraciné dans Redline et rétif au changement. Sa silhouette est dessinée avec des cornes et un œil cerclé de 3 traits. Cela suffit à l'associer aux figures infernales classiques, mais Oda en ajoute un code numérique. En japonais, Mu renvoie au néant absolu du bouddhisme zen. Et la graphie phonétique peut se lire Ishi Roku, 1, 6. Le jour où Imu pulvérise Lulusia, 16 colonnes de lumière jaillissent dans le ciel. Le chiffre, miroir de son nom, répète à l'échelle planétaire cette idée de réduction au vide, comme si Imu écrivait sa signature dans le bombardement lui-même. Plus subtil encore est l'anagramme que des lecteurs japonais repèrent dans ces kanji. Réorganisés, les syllabes laissent entrevoir les kanji Kami Otoke, Dieu et Bouddha. Formulation du syncrétisme shinto-bouddhique interdit à l'ère Meiji. Par ce simple jeu d'écriture, Imu se pose non plus comme un dieu parmi d'autres, mais comme la somme même de toutes les divinités. L'alpha et l'oméga d'un culte unique que les Gorosei désignent d'ailleurs sous le titre provocateur de créateur. A l'opposé, le culte de Nika se propage dans la clandestinité. Kuma prie le dieu soleil devant une croix et tenant une bible. L'image n'est pas anodine. Elle fait de Joy Boy, puis de Luffy, l'équivalent du Christ. Celui qui a accompli la promesse que David n'a pas pu réaliser face à Saul. Le récit se teint donc de 2 théologies concurrentes. Une religion du vide, du secret et du contrôle, personne n'ayant droit de contempler le soleil sans y être invité, et une religion de la lumière qui se partage dans la danse, dans le rire et dans la délivrance. La Mother Flame, soleil artificiel forgé par le royaume antique, cristallise cette opposition. Détournée par Imu, elle devient le feu qui consume et muselle. Perçue comme don commun, elle devrait être la source d'énergie qui libère. Ainsi, chaque détail, des cornes d'Imu aux 16 pétales du chrysanthème impérial, du Kanjimu à la prière de Kuma, tisse une toile où la dispute fratricide prend la dimension biblique d'un combat d'ordre divin.
Le décor mythologique ainsi planté fait que l'ultime affrontement de la saga cesse d'être la simple chute d'un despote pour devenir une opération chirurgicale sur la trame même du monde. Il ne s'agira pas uniquement de vaincre Imu au combat, mais de briser le sceau salomonien qu'il a gravé sur l'histoire. Tant que ce sceau subsiste, la volonté du dit peut renaître 1000 fois, elle se heurtera toujours au néant qu'Imu brandit comme un droit divin. Le dénouement exige donc la divulgation totale du siècle oublié, la récupération définitive de la Mother Flame, la restitution des armes antiques à ceux qu'elles étaient censées protéger, et même la destruction physique de Redline. La fresque brisée, le soleil interdit, le chiffre 16, le sceau salomonien et le kanji du néant convergent vers un même verdict. L'histoire du monde de One Piece n'est pas celle d'un royaume antique angélique balayé par des usurpateurs, mais celle d'une rivalité fraternelle qui a déchiré cet empire de l'intérieur. Joy Boy, d'abord héritier légitime et porteur d'un idéal solaire, a été trahi par son frère, qui a ligué contre lui les 20 royaumes, incendié sa capitale et rebaptisé Alliance, la coalition des complices. Pour maquiller ce régicide, Imu a créé le trône vide, érigé le gouvernement mondial, promulgué le grand effacement du siècle oublié et réduit ses serviteurs à d'éternels vassaux sous un sceau invisible. 800 ans plus tard, chaque arc du manga rejoue ce schéma. Goa, Dressrosa, Elbaf, autant de miroirs où un pouvoir factice écrase un héritier plus légitime. Mais la roue finit par revenir à son point d'origine. Le fruit de Nika renaît dans le Phi. Le soleil se lève sur le néant et le monde apprend que son empereur caché n'est ni un dieu, ni un démon, mais seulement un frère jaloux qui a vidé l'histoire pour mieux régner. La vraie fin ne consistera donc pas simplement à faire tomber un tyran, elle exigera de dissiper la nuit qu'il a installée, de libérer les armes qu'il a détournées et de restituer au monde une mémoire qu'il croyait à jamais effacée. Lorsque le sceau se brisera, la promesse de Joy Boy retrouvera son sens. Non plus un royaume éclairé par un soleil confisqué, mais un monde où chacun pourra, enfin, regarder la lumière sans crainte et profiter d'une source d'énergie infinie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à ceux qui le feront, et salut!